Nous allons voir ce qui est possible de développer dans le cadre de la filière FIMARAD à partir de bases de données existantes qui sont principalement des bases de données médico-administratives. On va détailler ces bases et puis après prendre quelques exemples concrets dans le domaine de la dermatologie. Finalement, ces bases médico-administratives donc, sont intégrées dans ce qui s'appelle le système national des données de santé, c'est-à-dire les 67 millions d'assurés que nous sommes. Et ce système national des données de santé comprend trois programmes. Le premier, le SNIRAM, pour Système national interrégime de l'assurance maladie, et on va le redétailler. Ce SNIRAM, c'est l'ensemble des données de remboursement des médicaments, des consultations, des actes médicaux, paramédicaux, d'imagerie, avec une mise à disposition selon l'accès que l'on peut avoir à ces données qui est décalé d'1 an. Ça veut dire que les données 2021 seront disponibles en septembre 2022 quand on fait des appels classiques sur projet via la plateforme Health Data Hub. On a un autre programme qui est le programme de médicalisation des systèmes d'information ou PMSI, où là, on va avoir des informations beaucoup plus concrètes sur les hospitalisations, les diagnostics principaux. Et là encore, un décalage d'1 an par rapport à l'obtention de ces données. Et enfin, les certificats de décès. Alors, ces certificats de décès, eux, sont intégrés au SNDS avec 3 ans de délai. Donc, par exemple, en 2021, là, nous avons les certificats de décès avec les causes de décès, la cause de décès principale de 2018. Donc, un décalage dans le temps quand même conséquent. Donc, si on reprend ces trois programmes, vous avez ici détaillé toutes les données du SNIRAM. Je vous l'ai dit, les actes en cabinet de ville, en cabinet, en établissement privé, également les actes et les consultations des établissements publics, les CHG, les CHU, tous ces actes et toutes les données des médicaments sont transmis dans le DCIR pour datamart de consommation inter-régime. Et ce DCIR est joint aux données de PMSI. PMSI, donc l'hospitalisation, à la fois médicale, chirurgicale, obstétrique, mais également l'hospitalisation de moyen et long séjour, de psychiatrie ou d'HAD. Et puis le CEPI-décès en 3e position. Alors comment ça se présente ? C'est assez complexe, mais donc dans la base SNIRAM, dans le DCIR, vous allez avoir pour un patient une dizaine de tables avec le codage pharmacie qui est extrêmement détaillé. On a accès au conditionnement du médicament, à sa posologie, au nombre de boîtes qui sont délivrées. On va avoir également une table pour le codage UCD, ce sont les médicaments coûteux. On va avoir un codage biologique, on va avoir accès à ce qu'a eu le patient, est-ce qu'il a eu une numération des anticorps antinucléaires, telle ou telle donnée biologique, sans avoir le résultat par contre. Et puis d'autres détails sur le codage donc, des actes, des imageries, des biopsies cutanées, du laser et d'autres choses comme le transport médical ou les pensions d'invalidité. Voilà comment ça se présente avec un certain nombre de détails, la spécialité du médecin prescripteur, le type d'acte, la date de prescription, la date d'exécution. Donc on a ces données à la fois pour les actes, pour la pharmacie et pour les consultations. Donc on imagine le nombre de milliards de lignes pour les 67 millions d'habitants en France. À côté de ces données des médicaments et de ces données d'actes, on a les données d'hospitalisation. Vous voyez que par an, il y a 12 millions de patients qui sont hospitalisés. Donc là encore, énormément de données. Et on va avoir accès à un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. On va le voir pour certaines études épidémiologiques, et notamment dans le cadre des dermatoses et des maladies rares.
Vous avez le code géographique de résidence des patients, son âge, son mode d'entrée, son mode de sortie. Est-ce qu'il est arrivé des urgences, de chez lui, d'une autre structure, et voilà, est-ce qu'il retourne chez lui, est-ce qu'il va dans une autre structure, est-ce qu'il est décédé? On a des détails sur un séjour éventuel en réanimation, sur des dialyses, et puis surtout, on a des codes diagnostiques qui sont réalisés à partir de la CIM10. Un diagnostic principal, c'est celui qui est en lien avec l'hospitalisation, c'est le motif principal d'hospitalisation. Celui-ci est bien codé, tout comme l'est le diagnostic relié. Alors ce diagnostic relié, il est associé soit à des soins palliatifs, soit à un code chimio, mais il est lié, c'est le code qui va expliquer le code principal, et puis des codes associés qui, eux, sont plus partiels et possiblement moins bien détaillés, et donc à prendre avec plus de précautions. Donc, utilisation de la CIM10 pour ces codes diagnostiques, donc la classification internationale, et là encore, la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de données sur les actes techniques, les différents codes d'examen qui ont été réalisés pendant l'hospitalisation, et puis les UCD, donc les médicaments qui sont onéreux. Voilà comment ça peut se présenter. Un chaînage, encore une fois, de beaucoup de tables qui sont toutes chaînées elles-mêmes aux données du SNIRAM, et donc, encore une fois, des milliards de lignes pour l'ensemble de la population française. En résumé, les informations disponibles dans ces bases, c'est l'âge, le sexe, le lieu de résidence des patients ou des assurés, des indices comme l'indice de défavorisation géographique, qui va tenir compte du nombre de médecins, par exemple, qui sont dans le département, du revenu global, une affiliation à la CMU complémentaire, les ALD aussi, c'est extrêmement important, on s'en sert beaucoup, les dates de remboursement avec des précisions sur les médicaments, toutes les données d'hospitalisation. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est des données sur la maladie elle-même, sur sa sévérité, et on n'a pas la certitude que le code diagnostique utilisé dans le PMSI est certain. Alors, à partir de ces données, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de FIMARAD? Je vous ai pris quelques exemples. Au fur et à mesure du type d'études, on peut faire des études de prévalence ou d'incidence. Je vous ai pris deux exemples. Un exemple sur les neurofibromatoses à partir des données du PMSI et la polyarthrite rhumatoïde, un petit peu extérieur à la thématique du jour, mais sur les données SNDS, et on va voir en quoi c'est plus intéressant d'avoir accès au SNDS. Donc, concernant la neurofibromatose, ont été identifiés entre 2013 et 2019 l'ensemble des patients qui présentaient un code en diagnostic principal, en diagnostic relié ou en diagnostic associé Q85.0, qui est le code des neurofibromatoses, mais qui intègre les neurofibromatoses 1, 2 et 3. Donc, si on veut se restreindre aux neurofibromatoses de type 1, selon l'étude qu'on souhaite faire, eh bien, il faut qu'on essaye d'affiner ce diagnostic. Là, il avait été décidé d'exclure les patients qui avaient un code associé D32 pour les tumeurs bénignes des méninges, les méningiomes. Mais voilà, il reste probablement dans les 11 500 patients identifiés avec une neurofibromatose, des neurofibromatoses de type 1 et puis un petit peu de type 2 et type 3. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, donc vous voyez ici la répartition sur cette carte des patients atteints de neurofibromatose, et plus la couleur est foncée, plus il y a une proportion importante de patients avec neurofibromatose. Donc une proportion importante en Île-de-France, en Aquitaine, dans le nord de la France. Bon, qui sont des zones de densité de population importante, hein, donc rien d'extraordinaire, dans la région lyonnaise également. Chaque trait, c'est le lieu de résidence du patient et son arrivée sur le centre de prise en charge. Et donc vous voyez un petit peu comment c'est réparti. On a mis l'Île-de-France à part parce que ça gênait un petit peu l'interprétation
du visuel. Mais donc, les patients finalement d'Île-de-France proviennent d'un peu partout en France. Et puis, vous voyez que finalement, les gens s'adressent au CHU ou au CHG le plus proche de leur lieu de résidence. Et si on regarde d'un peu plus près, et ça on l'a constaté dans d'autres pathologies, on l'avait vu également dans l'aïeul, finalement, c'est un tiers, un peu plus d'un tiers des patients qui sont pris en charge dans les centres de référence et de compétences. Donc ça veut dire que voilà, on a 60% des patients qui sont pris en charge en dehors de ces centres, qui n'ont jamais été hospitalisés. On n'a pas les codes consultation externes dans un centre de référence ou de compétences. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et de voir si les profils de patients sont différents et si leur sévérité l'est également. L'intérêt du SNDS, je vous ai pris l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'en plus du code hospitalisation qu'on a via le PMSI, on ajoute les codes d'ALD30, donc la prise en charge à 100% des maladies, ce qui nous permet probablement d'augmenter la sensibilité de l'algorithme et d'approcher au mieux la prévalence et l'incidence des pathologies. Donc voilà, c'est un exemple pour la polyarthrite rhumatoïde. Là encore, sur une carte où il y a une standardisation avec l'âge et le sexe de la population, une hétérogénéité de prévalence de cette polyarthrite rhumatoïde qui questionne certains facteurs environnementaux. Mais ce qui est intéressant dans le SNDS, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on va augmenter la sensibilité des algorithmes. Donc, des études d'incidence, on peut faire des études de morbimortalité. Là encore, en utilisant les données du PMSI, finalement, en standardisant sur la population générale, les patients avec neurofibromatose, je vous apprends rien, hein, avaient 6 fois plus de risque de décéder que la population générale. Et vous voyez que ce surrisque était important jusqu'à l'âge de 60 ans. Et puis après, on rejoignait le risque de la population générale. On peut faire des analyses plus fines. On a identifié un certain nombre de cancers incidents par classe d'âge, avec encore une fois une standardisation. Et donc, vous voyez un surrisque de cancer important par rapport à la population générale chez les plus jeunes, avec un surrisque global de 10 fois plus de cancers dans cette population que la population générale, et avec des détails sur le type de cancer, et donc un surrisque de cancer du sein, de cancer du poumon, du pancréas, etc., dans la population de patients atteints de neurofibromatose. On peut faire la même chose avec le SNDS, et là encore, à cause des ALD, à cause de certains médicaments traceurs, on va pouvoir affiner le risque, et donc c'est vraiment plus complet que le seul PMSI. On s'était intéressé aux facteurs associés à la mortalité dans les nécrolyses épidermiques. Là encore, à partir du PMSI, on avait identifié les patients qui avaient été admis entre 2012 et 2016 pour une nécrolyse épidermique, et on s'était intéressé aux facteurs associés à la mortalité à l'échelle du patient et à l'échelle de la structure. Ça nous intéressait de voir si la prise en charge était différentielle selon le type de structure. Et donc, on a regardé les structures privées, publiques, universitaires, le nombre d'admissions dans la structure pour nécrolyse épidermique. Et on avait donc fait des analyses à l'échelle individuelle et à l'échelle de la structure, ce qui s'appelle des analyses mixtes. On avait identifié 1000 patients avec une une nécrolyse épidermique dans 300 hôpitaux différents, et vous pouvez voir que la moitié des patients étaient pris en charge dans des hôpitaux universitaires qui représentaient seulement 25% de la totalité des hôpitaux. 110 patients étaient décédés. Et donc, on a retrouvé un certain nombre de données, de caractéristiques individuelles qui sont liées, qui sont associées à une surmortalité, la proportion de surface décollée, l'âge du patient, également des comorbidités comme le cancer, des pathologies respiratoires, donc qui aggravaient le pronostic. Mais on s'est aussi aperçu que finalement, les patients qui étaient pris en charge dans des structures hospitalières qui avaient l'habitude de prendre en charge des patients avec nécrolyse épidermique, on avait mis un cut-off à 5 patients par an,
Dans ces centres-là, il y avait une réduction de la mortalité, vous le voyez ici, avec 2 fois moins de mortalité dans ces centres que dans les centres qui ne voyaient des nécrolyses épidermiques que de temps à autre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi dans la structuration des centres de référence et de compétences avec régulièrement des données épidémiologiques qui se sont demandées. Finalement, suite à ce projet et à ces données PMSI, on s'est intéressé aux données de nécrolyse épidermique sur le SNDS. C'est un projet qui a été financé par FIMARAD l'année dernière. Nous avons donc obtenu les données. Il y a 5000 patients qui ont été identifiés, 4000, excusez-moi, avec une nécrolyse épidermique. Et donc là, on va s'intéresser à des questions comme le rechallenge, la réintroduction médicamenteuse ou les réactions croisées, des choses qui ne sont pas connues pour l'instant avec peu de données, voire pas de données dans la littérature. On a des études prédictives qui avaient été faites par l'équipe de Rouen et de Pascal Joly sur la prise médicamenteuse comme facteur pouvant déclencher une pemphigoïde bulleuse. Alors, comment ça avait été fait? Finalement, dans les centres de référence et de compétences, avaient été identifiés 1800 patients avec une pemphigoïde bulleuse entre 2012 et 2015. Et parmi ces 1800 patients, 110 utilisaient une glyptine. Donc, il s'était intéressé à l'EGB. Alors, l'EGB, c'est 1,97e du SNDS et ils avaient regardé la prescription de glyptine dans la population générale et ils l'avaient comparé à ce qu'ils avaient trouvé dans la population avec pemphigoïde bulleuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que les patients avec pemphigoïde bulleuse consommaient 2 fois plus de glyptine que la population générale et principalement pour une des glyptines qui s'appelle le vildagliptine. Donc là, on imagine les conséquences thérapeutiques, les possibilités d'arrêt de traitement de cette molécule pour les patients qui ne répondent pas aux thérapeutiques classiques. Je terminerai avec la possibilité aussi d'études pharmaco-épidémiologiques avec l'exemple, ce coup-ci, d'une pathologie fréquente, le psoriasis. Alors, c'est vrai que ces études pharmaco-épidémiologiques, elles nécessitent d'avoir des traitements qui sont mis à disposition, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les pathologies congénitales rares, mais qui pourraient être intéressantes dans les dermatoses bulleuses auto-immunes, par exemple. On connaît toutes les limites des essais thérapeutiques quant à l'extrapolabilité des résultats. Les patients qui sont entrés dans ces essais ne sont pas les patients qui vont recevoir finalement le médicament et on n'a pas de données à long terme et le profil de tolérance des médicaments est peu satisfaisant dans ces essais sur une population sélectionnée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir des données du SNDS? On peut évaluer la persistance des médicaments. La persistance, c'est le délai entre le début du médicament et l'arrêt de ce médicament. Et c'est un proxy, finalement, de l'acceptation de ce traitement. Un traitement qui est considéré comme peu efficace est arrêté, et un traitement qui est mal toléré est également arrêté. Donc, c'est un proxy d'une balance bénéfice-risque du médicament. Donc, on avait identifié des patients avec un psoriasis dans le SNDS. Là encore, il n'y a pas de code de psoriasis, sauf pour les patients qui sont hospitalisés. Et peu de patients sont hospitalisés pour psoriasis en France. Donc, on s'est intéressé à des médicaments traceurs, les dérivés topiques de la vitamine D, qui nous ont permis de reconstituer une cohorte. Et donc, on a regardé comment les patients, combien de temps les patients gardaient leur thérapeutique, leurs biomédicaments. Donc, on a identifié à l'époque, une étude qui commence à dater, mais 15 000 patients psoriasiques, nouveaux utilisateurs d'un biomédicament. Vous avez ici 4 différents biomédicaments de l'époque. Il y en a au moins le double maintenant. Et finalement, vous voyez que dans le temps, ces médicaments qui sont très efficaces dans les essais thérapeutiques, avec des évaluations qui sont entre le 3e et le 4e mois, perdaient de leur efficacité au cours du temps, avec 2 tiers des patients qui avaient arrêté leur traitement à la 3e année. Et donc là, la nécessité de réfléchir et de proposer des stratégies thérapeutiques pour maintenir l'efficacité de la prise en charge.
On peut aussi comparer les traitements et comparer leur persistance dans une même pathologie, ce qu'on avait fait là dans le psoriasis, mais c'est tout à fait extrapolable. C'est également possible de faire des études de tolérance. Ça, c'est extrêmement intéressant, surtout sur des événements qui peuvent être des événements rares, puisque le SNDS nous permet d'avoir une puissance importante pour aller identifier ces événements rares. Donc là, je vous ai mis l'exemple du risque infectieux sous biomédicaments, toujours dans le psoriasis. Vous voyez que c'est une étude plus récente. Là, on a identifié 45 000 patients qui initiaient une première biothérapie et on les suivait selon leur biothérapie jusqu'à un événement infectieux grave, donc une hospitalisation pour un événement infectieux. Vous voyez, ça c'est le nombre de médicaments. On était sur 4 médicaments tout à l'heure. Il y en a une dizaine maintenant qui sont commercialisés dans le psoriasis. Finalement, nous avions reconstitué une cohorte avec des différences selon de caractéristiques cliniques selon les classes thérapeutiques. Et on utilise des méthodes statistiques qui permettent de gommer ces différences de caractéristiques comme pour se mettre dans des conditions comme dans un essai thérapeutique. Alors évidemment, c'est beaucoup moins parfait, mais ça s'appelle des scores de propension et on arrive à rééquilibrer les caractéristiques des patients pour ne pouvoir comparer que les traitements. Et donc, cette étude avait montré des différences de risque d'événements infectieux graves selon les biomédicaments. Donc voilà des études de tolérance qu'on peut faire. On s'est également intéressé, par exemple, au risque cardiovasculaire, au risque de maladies inflammatoires chroniques selon un biomédicament qui s'appelle l'IL-17. On s'intéresse actuellement à d'autres thérapeutiques comme les JAK inhibiteurs et à leur risque infectieux ou thromboembolique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées à partir de ces données médico-administratives. Le projet qu'on avait proposé et qu'on est en train de développer avec Christine Bonnemer, c'est celui du chaînage entre la base de données nationale FIMARAD et le SNDS, ce qui va nous permettre d'avoir pour le coup une certitude diagnostique pour les patients qui sont identifiés dans les bases de données et qui vont avoir un complément de données SNDS, et ce qui va nous permettre aussi de créer des algorithmes pour aller récupérer tous les autres patients. On l'a vu, il y a 2/3 des patients qui ne sont pas suivis dans ces centres de référence, d'autant que les bases de maladies rares ne sont pas exhaustives non plus. Donc on va pouvoir récupérer, entre guillemets, les données des patients qui ne sont pas suivis. Et ça va nous permettre d'augmenter la puissance pour faire ces études de morbimortalité et quand ça se présente, c'est pas adapté à chaque fois, mais des études de pharmacoépidémiologie par rapport aux thérapeutiques qui sont proposées. Donc, en conclusion, l'intérêt de ces bases de données, ce sont des données exhaustives de l'assurance maladie et de multiples possibilités voilà, sur les exemples que je vous ai montrés, et donc un intérêt tout particulier pour des maladies rares avec des événements qui peuvent être potentiellement très graves. Je vous remercie. Merci Émilie pour ce topo que j'ai trouvé extrêmement clair et vraiment très intéressant. Et à l'évidence, la question qui vient derrière, c'est à quoi sert le fait qu'on remplisse cette base Bamara alors que c'est un outil qui est 1000 fois plus puissant, on le voit. Et en particulier parce que là-dedans, il y a l'exhaustivité qu'on n'a pas dans Bamara. Et dans Bamara, on a X% des malades, mais on ne sait pas à quoi correspond ce X%. Tu dis 2/3, mais ça peut être beaucoup plus dans une maladie, beaucoup moins dans une autre. Et donc, faire une étude épidémiologique, déjà, sans savoir à quoi correspond l'échantillon sur lequel on travaille, déjà ça part mal, alors que là, au moins pour des maladies où on peut penser que tous les malades ont au moins une fois été hospitalisés, on a l'exhaustivité. Ensuite,
on a 1000 fois plus de renseignements sur les médicaments, sur la comorbidité, sur l'évolution, etc., que ce qu'on remplit sur Bamara. Et donc finalement, moi, le seul intérêt que je vois à Bamara, outre le fait de vérifier les déclarations pour Pyramide, le seul intérêt, c'est peut-être que c'est nominatif, alors que ça ne l'est pas, si tant est que l'on puisse revenir aux données sources et de dire, bah, moi, je veux le listing précis des noms de telle ou telle maladie. Je ne sais même pas si on pourrait l'obtenir. L'intérêt à court terme va être d'améliorer l'algorithme du diagnostic de la maladie dans le SNDS. Dans le SNDS sans Bamara, on va regarder les ALD et on va regarder les hospitalisations. Peut-être que là, alors ça se prêtera peut-être pas pour toutes les maladies, mais peut-être que là, on va avoir des médicaments traceurs plus précis, des associations, des types de consultations, des types d'actes qui vont nous faire rattraper de nouveaux diagnostics. Mais toutes nos maladies sont en ALD, tu les as dans la base de la Sécu? Oui, mais il y a finalement ces ALD, par exemple dans le psoriasis, parce que c'est ce que je connais mieux. Je parle des maladies rares, là. Ils sont tous en ALD, nos maladies rares. Il y a une exhaustivité parce que le mélanome, finalement, tous les patients ne sont pas en ALD. Les patients sous biomédicaments sont loin d'être tous en ALD. Et donc, il y a probablement des patients atteints. Quand ils rentrent dans un centre de référence, ils sont mis en ALD, mais on voit qu'ils ne sont pas tous à rentrer dans un centre de référence. Et donc, probablement qu'il y en a qui ne sont pas en ALD. Alors, quelle est la proportion? Ça, j'en sais rien, mais on va peut-être une exhaustivité qui n'est peut-être pas complète, mais en tout cas, qui est 1000 fois meilleure que ce qu'on s'use à récupérer pour Bamara. On est tout à fait d'accord avec ça, Pascal. C'est d'où l'intérêt du rapprochement avec Émilie pour la filière, parce que je pense qu'effectivement, ce que tu dis sur Bamara, on le partage, quoi. Enfin, je veux dire, Bamara n'est pas exhaustif et on le ressent tous comme quelque chose de lourd, qui est fait avant tout pour voir, en tous les cas à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, mais à l'heure d'aujourd'hui, qui est fait pour rendre compte de l'activité des sites eux-mêmes, quoi. Et c'est pas Bamara qui va vérifier Pyramide, c'est Pyramide, les déclarations de Pyramide qui vont s'articuler sur Bamara maintenant. Et il sera plus du tout possible pour Pyramide de pouvoir faire mention de patients même pas rentrés dans Bamara. C'est sur ça uniquement qu'on va être jugé. C'est contestable, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça qu'on le subit. Mais ça a été présenté comme un outil de recherche. Je sais bien. Mais ça s'est pas développé comme tel, quoi. D'où les réseaux européens, etc. Parce que les nouveaux registres, parce que en tous les cas à notre niveau, on en a besoin aussi. Bamara répond pas à cette question-là. Mais ce que dit Émilie me semble moi je trouvais ça extrêmement intéressant, d'où l'intérêt que j'ai vraiment à ce projet-là. C'est que ce que dit Émilie est juste. Il y a beaucoup de patients qui sont pas finalement dans le réseau de la filière, dans le réseau centre de compétences, centre de référence, et qui donc n'ont pas d'ALD, ne sont pas répertoriés comme des patients ayant cette maladie au niveau du territoire. Et donc par ce travail-là, ces patients-là aussi, et ça sera des données vraiment intéressantes de voir comment finalement fonctionnent ces réseaux. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Est-ce que ça répond aux besoins de tous les patients ou pas? Et pourquoi? Problème de communication, problème d'information, problème de formation, problème, etc., etc. Donc ça va nous donner des réponses à ce qu'on attend. Par exemple, moi, il me serait très très utile, très important de connaître les causes de mortalité dans mes épidermolyses bulleuses, par exemple. On parle de carcinome, mais il y a bien d'autres raisons, et les répertorier dans quelle tranche d'âge et en fonction de quel suivi. Ça va apprendre beaucoup pour faire reconnaître cette lourdeur-là, mais aussi peut-être pour s'améliorer dans la manière de prendre en charge et de faire. Et donc, il me semble que pour la filière, le travail avec Émilie est quasiment incontournable si on veut avancer et faire les choses bien. Ça n'empêchera pas qu'on nous imposera Bamara, ça je suis bien d'accord. Tu prêches un convaincu, ouais. Cet outil est 1000 fois plus puissant que Bamara, ça tu prêches un convaincu. Il y a une question technique que je n'ai pas compris, c'est comment tu peux relier ou interfacer une base qui est nominative avec le fichier de la Sécurité sociale qui est anonyme. Alors oui, nous ce qu'on aura comme rendu c'est un fichier anonyme, mais après eux peuvent le faire, en fait leur NIR, mais ça prend beaucoup plus de temps que des extractions sur projet où il n'y a pas de chaînage avec des cohortes. Les chaînages avec les cohortes sont possibles, demandent plus de temps, mais ils savent très bien aller récupérer avec les codes sécu et avec les codes patients des hôpitaux qui correspond à quoi. Ça, il n'y a pas de problème, mais nous, on n'aura pas de...
on n'aura pas de données nominatives. Ça, c'est pas possible. Pas sur le SNDS. Donc on nous rendra, notre rendu sera anonymisé.